Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 12 janvier 2023. On commence notre sélection tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné hier de développer le secteur de l'aviation civile. Ceci intervient dans le cadre de la bonne gestion des ressources de l'État et d'investir la position géographique et stratégique de l'Égypte pour assurer de grandes opportunités dans les domaines de l'aéronautique et du tourisme. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Hamed et AHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni mercredi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, ainsi que le chef des renseignements généraux et le ministre de l'aviation civile. La réunion a porté sur le suivi des plans futurs du secteur de l'aviation civile. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné ses directives de renforcer les efforts pour développer le secteur de l'aviation civile pour la bonne gestion des ressources et des capacités de l'État, en plus de profiter du niveau économique maximum de ses revenus, y compris la situation géographique stratégique et unique de l'Égypte, outre la chaîne d'aéroports internationaux, offrant d'énormes opportunités dans le domaine du trafic aérien et de l'aviation civile, ainsi que du tourisme. À cet égard, le ministre de l'Aviation civile a présenté le futur plan d'activité du ministère ainsi que la situation exécutive de certains projets en cours, comprenant le développement et la modernisation de la flotte aérienne et la gouvernance de la gestion des filiales du secteur. De même, de préparer des cadres humains, de pilotes et d'équipage au plus haut niveau. De même, il a expliqué les objectifs stratégiques du secteur de l'aviation civile, visant à augmenter l'efficacité du travail et le développement continu, afin d'accroître les capacités compétitives. Et à présent, pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette cette réunion qui a porté hier sur le développement des services de l'aviation civile, certainement le développement des aéroports et des services de l'aéronautique en Égypte? C'est une réunion importante. On voit que les efforts du gouvernement aujourd'hui sont tournés vers la maximisation des ressources en dollars. Et lorsqu'on parle de ressources en dollars, on parle tourisme. Et lorsqu'on parle tourisme, on parle trafic aérien, aéroport, services aéroportuaires, que tout est lié. Oui. Oui. L'effet de cela sur certainement l'économie égyptienne, mais également sur le tourisme en Égypte. Comment le voyez-vous? C'est très important. Là, les aéroports, c'est la porte d'entrée de tous les touristes vers l'Égypte. Aujourd'hui, on a, je crois, 4 aéroports qui sont vraiment, on va dire, actifs à l'international: Le Caire, Sharm el-Sheikh, Hurghada et Luxor. Il y a moyen quand même d'avoir d'autres aéroports beaucoup plus actifs. Enfin, un pays de la taille de l'Égypte a besoin d'avoir d'autres aéroports. Et puis, avec la on va dire, augmentation de la capacité de ces aéroports, on peut accueillir plus de touristes. Si on veut maintenir le cap là d'avoir 30 millions de touristes, il faut pouvoir les accueillir. Donc, il faut améliorer les capacités. Et puis, on voit bien, les services à l'aéroport sont quand même importants pour améliorer ce qu'on va appeler l'expérience client des touristes. Ils viennent d'entrer dans un nouveau pays. Si c'est la première fois pour eux, il faut qu'ils sentent que ce pays est accueillant, qu'ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise. Donc, il faut améliorer les services aux aéroports, bien sûr. On peut parler que cela affecte positivement l'économie égyptienne, n'est-ce pas?
Bah évidemment, hein, évidemment, là je pense que ça va sans le dire. Avec l'augmentation de touristes, il y a plein de gens qui travaillent, pas seulement ceux qui travaillent directement dans le secteur touristique, mais tous les restaurateurs, les transporteurs, les chauffeurs de taxi, les magasins, il y a vraiment plein de, on va dire, de professionnels qui vont bénéficier de cette manne, on va dire, touristique. Et on voit bien depuis, on va dire, depuis 6 mois environ, on voit quand même dans les rues, au mois du Caire, il y a une augmentation sensible du nombre de touristes. On le voit avec nos propres yeux et ça c'est bien. Les commerçants sont contents parce qu'ils trouvent voilà, de nouveaux clients. Les produits égyptiens sont quand même de bonne qualité et on va dire à des prix très abordables aujourd'hui pour tous les touristes. Donc il y a moyen quand même d'améliorer le commerce et augmenter on va dire la relation commerciale. Le fait d'avoir plus de touristes, ça va permettre d'augmenter les investissements dans le secteur de l'hospitalité. Ça va sans le dire. Je pense que personne n'a besoin d'être convaincu de l'importance ou de l'intérêt de l'économie égyptienne pour d'attirer de nouveaux touristes. Espérons pour le mieux. Dr Nadim Samna, on tient à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu hier un entretien téléphonique avec son homologue soudanais, Ali As-Sadiq, pour le féliciter à l'occasion de la nouvelle année grégorienne. Lors de l'appel, M. Shoukry a déclaré que l'Égypte espérait cette année plus de stabilité, de prospérité, de consensus national au Soudan, ainsi qu'une consolidation des relations bilatérales. Le chef de la diplomatie égyptienne a également remercié son homologue soudanais pour l'invitation qu'il a reçue récemment pour se rendre au Soudan, exprimant l'espoir d'y répondre dès que possible. Les deux ministres ont examiné la coopération conjointe et ont convenu de l'importance d'activer les travaux des commissions politiques et techniques conjointes, ainsi que de maintenir la périodicité des réunions en faveur des intérêts des deux pays. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abou Zeid. Les diplomates ont jugé important de booster les projets communs, notamment les projets d'interconnexion électrique et d'intégration agricole. La conversation téléphonique a porté également sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont le dossier du barrage de la Renaissance, où les deux ministres ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation au cours de la période à venir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, et le ministre somalien de l'Éducation, de la Culture et de l'Enseignement supérieur, Farah Sheikh Abdul Qadir, ont discuté des mécanismes et des aspects de coopération bilatérale en matière d'éducation et de culture, notamment les conditions des étudiants somaliens dans les universités égyptiennes. Lors de cette réunion, M. Achour a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et la Somalie, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la volonté du ministère de renforcer les relations bilatérales. Pour sa part, le ministre somalien de l'Éducation, de la Culture et de l'Enseignement supérieur a remercié le gouvernement égyptien pour son soutien aux étudiants somaliens inscrits dans les universités égyptiennes, soulignant le souci de son pays de tirer parti de l'expertise égyptienne dans tous les domaines. Et la chef de la mission du Fonds monétaire international, le FMI en Égypte, Ivana Vladkova-Olar, a salué l'adoption par l'Égypte du document de la politique de propriété de l'État. Lors d'une conférence de presse mardi au siège du FMI à Washington, Mme Vladkova-Olar a ajouté que l'adoption par l'Égypte du régime de change flexible pourrait renforcer la stabilité du marché des changes et de la réserve monétaire. Elle a apprécié les plans de l'Égypte consistant à accroître les exportations, ses réserves monétaires et la production et à créer des offres d'emploi.
Et Israël entend transférer 2000 prisonniers palestiniens dans de nouvelles prisons. Par cette mesure, Israël entend supprimer les pôles de pouvoir des prisonniers, notamment en réaffectant d'importants détenus, dont Marwan Barghouti, qui a largement contribué à la première et à la deuxième intifada. M. Barghouti a été transféré lundi à la prison de Nafha, située dans le désert, en compagnie de quelques 70 prisonniers. Jeudi dernier, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu à Nafha, ce qui a provoqué la colère des détenus palestiniens. Les groupes de défense des droits des prisonniers estiment à 4 760 le nombre de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Qadoura Fares, qui dirige le club des prisonniers palestiniens, a souligné que les mesures commandées par Ben-Gvir allaient accentuer l'instabilité qui règne dans les prisons israéliennes. Par ailleurs, Itamar Ben-Gvir a ordonné de retirer les drapeaux palestiniens d'Israël, ce qui a été dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International qualifie cette décision de lâche et de tentative manifeste de supprimer l'identité d'un peuple. Elle constitue une violation des chartes de l'ONU et des droits de l'homme selon l'organisation. Et le ministère palestinien de la Santé accuse Israël d'interdire l'introduction du matériel médical nécessaire pour les hôpitaux de la bande de Gaza depuis plus d'un an, soulignant que la vie des patients à Gaza est gravement menacée. Le ministre a affirmé que l'interdiction par Israël des appareils de diagnostic médical constitue une violation du droit des Palestiniens au traitement, qui est garanti par le droit international humanitaire. Une manifestation a eu lieu à laquelle des dizaines d'ambulances et d'équipes médicales participent au passage d'Erez, l'extrémité nord de la bande de Gaza. Les véhicules ont roulé le long de la route parallèle à la frontière orientale jusqu'à l'endroit où les manifestations de la grande marche du retour ont eu lieu il y a quelques années à l'est de la ville de Gaza. L'interdiction ne se limite pas au matériel médical nécessaire pour les hôpitaux de Gaza, mais elle comprend également l'introduction de pièces de rechange pour les équipements cassés à Gaza et le transfert du matériel destiné à la réparation à l'extérieur de la ville. Le ministère de la Santé a appelé les organes compétents à faire directement pression sur Israël pour fournir du matériel médical et de diagnostic ainsi que des pièces de rechange afin de sauver les patients de la bande de Gaza. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé lundi par 6 mois le mécanisme d'aide transfrontalier vital pour des millions de personnes en Syrie, un soulagement pour les humanitaires qui espéraient toutefois, comme certains États, une prolongation plus durable. La résolution adoptée à l'unanimité étant jusqu'au 10 juillet 2023 le mécanisme qui permet d'acheminer de l'aide depuis la Turquie uniquement par le point de passage de Bab el-Hawa aux régions sous contrôle des rebelles dans la province d'Idlib et ses environs. C'est une bouée de sauvetage indispensable pour 4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie. C'est ce qu'a commenté lundi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Surtout à un moment où les besoins humanitaires ont atteint leur niveau le plus haut depuis le début du conflit en 2011, avec une population en Syrie aux prises avec un hiver rude et une épidémie de choléra, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le mécanisme qui expirait mardi avait été renouvelé en juillet dernier, également pour seulement 6 mois, une durée imposée par Moscou. La Russie veut que l'aide transite exclusivement par les régions sous contrôle du régime et non par le point de passage de Bab el-Hawa qui assure plus de 80% des besoins de la population des zones terroristes.
Aujourd'hui, 90% de la population syrienne vit sous le seuil de la pauvreté et 12,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire selon l'ONU. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition de Autour du monde, version Moyen-Orient. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.